Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, notre voyage va nous amener sur les pas de la dynastie carolingienne, avec notamment Charlemagne, le plus connu de toute la dynastie. Nous allons voir comment elle a remplacé la dynastie des Mérovingiens. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la dynastie mérovingienne. Nous verrons également comment elle a perdu son pouvoir petit à petit sur la Francie occidentale, avec notamment les grands aristocrates qui étaient censés protéger le territoire au nom du roi. Merci et bon visionnage à tous. La dynastie carolingienne est la seconde dynastie à régner sur ce qui deviendra plus tard la France. Elle prend la suite de la dynastie mérovingienne qui prend fin en 751 avec le renversement de Chilpéric III. Depuis longtemps, la dynastie mérovingienne était en déclin et affaiblie par des rois faibles ou très jeunes. Les mères du palais, qui sont de la famille Pipinide, prennent le pouvoir avec Pépin le Bref en 751, acquièrent une légitimité encore plus forte grâce à leur sacre par le pape. Jusqu'en 771, le futur Charlemagne doit partager le royaume franc avec son frère Carloman. Mais en 771, Carloman meurt. À partir de ce moment, Charlemagne devient le seul et unique roi franc. Il est le fils de Pépin le Bref. À partir de 768, il devient roi des Francs. 771, roi des Francs seul. Par sa conquête du royaume des Lombards en 774, il devient roi des Lombards. Il est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 25 décembre 800, relevant une dignité disparue en Occident depuis la déposition de Romulus Augustule en 476. C'est un roi guerrier. Il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes militaires contre les Saxons, dont la soumission fut difficile et violente de 772 à 804, mais aussi contre les Lombards, comme on l'a déjà dit, contre les musulmans, avec notamment la campagne de Roncevaux, où la chanson de Roland a rendu célèbre cette bataille. C'est également un souverain réformateur, soucieux de l'unification religieuse et culturelle de son royaume. Il protège les arts, les lettres, il est à l'origine de ce qu'on appellera la Renaissance carolingienne. Son œuvre politique immédiate est grande, ses conquêtes immenses, mais selon la coutume franque, à sa mort, son royaume, son empire même, sera partagé. Mais une chance pour lui, il n'a qu'un seul fils vivant, Louis le Pieux. Louis le Pieux, durant son règne, dut faire face à de nombreux problèmes. Les Vikings d'abord, qui faisaient des raids dans tout l'Empire franc, mais également la révolte de ses fils. Lothaire l'aîné, Louis le Germanique, Pépin, qui meurt rapidement pour laisser un fils, roi d'Aquitaine, mais qui sera écrasé par ses frères. Et d'un autre mariage, Charles le Chauve, qui deviendra roi de Francie occidentale, ce qui deviendra plus tard la France. Mais également, Louis le Pieux fut détrôné et remis sur le trône de plusieurs fois par ses fils, un moment par Lothaire, un moment par Louis, par Charles, tous pour avoir une part de l'empire carolingien à la mort de leur père, sachant que selon la coutume franque, l'empire carolingien devra être partagé entre les différents fils. À la mort de Louis le Pieux en 840, les trois frères se partagent l'empire, mais les tensions déclenchent directement une guerre. Charles le Chauve, qui est à la tête de la Francie occidentale, s'allie à Louis le Germanique à la tête de la Francie orientale, contre leur frère aîné Lothaire, qui a le titre impérial et qui rêve de réaliser l'unité comme du temps de Charlemagne ou de Louis le Pieux. Fort de leur alliance, Louis le Germanique et Charles le Chauve affrontent l'armée de Lothaire en 841 à la bataille de Fontenoy-en-Puisaye, qu'ils remportent. Afin de renforcer leur alliance, le 14 février 842,
Il prononce le serment de Strasbourg en langue romane et en langue tudeste, pour être comprise aussi bien des armées de l'Ouest que des armées de l'Est. Les hostilités entre les trois frères cessent avec le traité de Verdun, qui, en 843, partage définitivement l'empire de Charlemagne en trois royaumes. Lothaire reçoit la Francie médiane, Louis le Germanique la Francie orientale et Charles le Chauve la Francie occidentale. À partir de 882, Carloman II se retrouve seul à la tête du royaume de Francie occidentale, puisque Louis III est mort prématurément. Mais les problèmes et l'affaiblissement du royaume carolingien ne sont pas pour autant réglés, malgré que le roi a repris l'ensemble du royaume pour son compte. Cependant, la menace viking est toujours présente. Carloman II décide de faire appel à l'empereur Charles III le Gros, qui règne en Italie, pour faire face aux vikings. Ce dernier, au lieu de s'opposer aux vikings, s'enfuit et repart en Italie directement. Carloman II décide de s'opposer seul aux vikings. Carloman II, décidant d'affronter les Vikings, se rend à Compiègne, où il subit une grande défaite en 884. Il va employer une stratégie qui sera suivie par tous les Carolingiens jusqu'à la fin de la dynastie. En effet, il décide d'acheter le départ des Normands, contre 12 000 livres d'argent, somme énorme pour l'époque. Cependant, loin de solutionner le problème, il va en créer d'autres. En effet, les Vikings, appâtés par le gain, vont décider de revenir toujours plus nombreux pour, d'une part, ravager les terres, piller les villages, mais également recevoir de l'argent du roi qui sont incapables de défendre leur territoire, vu l'affaiblissement des rois francs. Les Vikings ne sont pas le seul problème dont les dynasties carolingiennes doivent faire face. En effet, à partir de 884, lors d'une partie de chasse aux sangliers, Carloman II meurt à l'âge de 17 ans, sans enfant. Il faut aller chercher le fils posthume de Louis de Lebègue, Charles, le futur Charles III le Simple, mais celui-ci est trop jeune pour régner. Les grands aristocrates du royaume, forts de leur pouvoir et de l'indépendance, font appel à l'empereur Charles III le Gros pour assurer une régence. Cependant, Charles III le Gros va s'avérer être incapable de gouverner et de gérer les problèmes des Vikings. Avec la régence de la Francie occidentale, Charles III le Gros, l'empereur, peut à son compte reformer une grande partie de l'empire carolingien. Bozo de Provence sera écarté rapidement, seul Louis le Germanique régnera sur la partie orientale de l'empire. Les impératifs de défense de cette période trouble, suite à la triple menace nordique, sarrasine et magiavre, des envahisseurs venant de Hongrie, ne paraissait guère compatible avec l'ascension au trône d'un tout jeune enfant. En effet, Charles III le Simple est rapidement écarté par les grands aristocrates du royaume de Francie occidentale pour donner la main à l'empereur Charles III le Gros. De 885 à 886, les Normands envahissent la Neustrie et assiègent Paris. Avec son immense empire et son pouvoir puissant, Charles le Gros est le recours auquel les aristocrates font appel. Arrivant de Germanie avec une puissante armée de secours, Charles le Gros reste indécis sur l'action. Au lieu de combattre comme certains rois francs l'auraient fait à l'image de Charlemagne, son ancêtre, l'empereur décide de traiter avec les Normands en leur permettant de passer pour mettre à sac la Bourgogne, qui est en révolte contre son pouvoir, et en leur payant une rançon de 700 livres d'argent l'année suivante. Ses décisions et son incapacité à alléger les souffrances des résistants parisiens assiégés
avec une intervention armée, altère profondément son prestige royal et sa puissance. Incapable de repousser efficacement et durablement les Vikings, Charles le Gros est le dernier souverain carolingien à avoir rassemblé sous son sceptre l'ensemble de l'empire de Charlemagne. Cependant, incapable de restaurer l'ordre, la paix et la justice, et de plus l'empereur est tourmenté par l'absence d'héritier légitime et d'une santé mentale défaillante, les grands aristocrates de Francie orientale décident de le destituer en 887 de toutes ses fonctions royales, à l'exception de la dignité impériale dépendant uniquement du pape. En 888, ce sont les seigneurs de Francie occidentale qui remplacent Charles le Gros par le héros du siège de Paris en nommant Eudes, comte de Paris, et marquis de Neustrie comme roi des Francs. Avec Eudes à la tête de la Francie occidentale, pour la toute première fois, un roi n'a pas été choisi dans la famille carolingienne, ce qui n'était pas passé depuis Pépin le Bref. À partir de Eudes, on aura une alternance entre carolingiens et robertiens, jusqu'à l'avènement de Hugues Capet en 987 et la dynastie capétienne dont il descend des robertiens. À la mort de Eudes en 898, Charles III, le roi légitime, peut reprendre son trône et affirmer ainsi son autorité. Cependant, tout cela ne se passera pas comme il l'avait désiré. En effet, les grands du royaume deviennent de plus en plus indépendants et la route vers la féodalité est en marche. Suite à sa déposition par les grands du royaume en 922, Charles III est remplacé par un robertien, Robert Ier. Cependant, ce dernier ne pourra pas profiter longtemps de son règne. En effet, un an après, en 923, il meurt lors de la bataille de Soissons. L'arrestation de Charles III mène à une politique de féodalité. Les grands du royaume prennent de plus en plus d'indépendance, de plus en plus de pouvoir, laissant le pouvoir royal amenuisé. Cependant, en 923, un nouveau roi est choisi dans la dynastie robertienne, du nom de Raoul, qui régnera de 923 à 936. Pendant les premières années de son règne, Raoul, malgré de réelles qualités, rencontre de grandes difficultés à se faire reconnaître son autorité de roi par les grands vassaux, à savoir le duc de Normandie, le comte de Vermandois, etc. Et il doit également lutter contre les envahisseurs normands, qui redoublent d'efforts pour profiter de la faiblesse du royaume franc. En 930, Raoul reçoit l'hommage de Guillaume Longue d'Épée, le duc de Normandie, successeur de Roland, qui a reçu la Normandie par Charles III le Simple en 911 au traité de Saint-Clair-sur-Epte. Raoul s'empare également de quelques places des grands aristocrates, cependant. Malgré une grande politique visant à s'étendre et à faire respecter son autorité, il n'arrivera jamais à briser la puissance des grands aristocrates qui deviennent de plus en plus indépendants. Après 13 ans de règne difficile, le roi malade meurt en 936. Il est inhumé à l'église abbatiale de Sainte-Colombe près de Sens, où on peut toujours voir dans sa crypte un sarcophage vide et abandonné. Le nouveau roi désigné fera partie de la dynastie cette fois-ci des Carolingiens, dans le nom de Louis IV d'Outre-mer, car pendant son exil, il était parti en Angleterre. L'avant-dernier roi carolingien, Louis IV d'Outre-mer, est le fils de Charles le Simple. Lorsque celui-ci s'est fait capturer et enfermer, sa famille est partie en exil en Angleterre. À la mort de Raoul en 936, Louis IV est rappelé et désigné roi par le robertien Hugues le Grand, le véritable maître du royaume franc. Celui-ci tente d'opposer son autorité à tous les fidèles et à tous les aristocrates du royaume franc par l'intermédiaire de Louis IV. Durant le règne de Louis IV, la royauté carolingienne, dont les domaines propres sont désormais limités à la région de Laon, perd toute autorité au sud de la Loire et ne peut contrecarrer l'emprise croissante d'Hugues le Grand sur la Francie et la Bourgogne. Le pouvoir carolingien est depuis longtemps aux mains des grands aristocrates. Le roi carolingien n'a plus qu'un pouvoir symbolique et uniquement un pouvoir autoritaire et exécutif sur la région de Laon. Mais sur tout l'ensemble du royaume franc, ce sont les grands aristocrates, comme le duc de Bourgogne ou Hugues le Grand, qui sont les maîtres du jeu. La dynastie carolingienne n'a plus aucun pouvoir
Lothaire, jeune souverain de valeur, rêve de rétablir l'ancienne puissance royale carolingienne. Les enfants d'Hugues le Grand observent une attitude de neutralité. Le roi Othon de Germanie tente de maintenir une politique d'équilibre entre Lothaire et son cousin par alliance, Hugues Capet. Durant cette période, la Francie est dans l'orbite de la Germanie, nouvelle force impériale. Mais à la mort de sa mère en 969, les liens étroits que Lothaire entretenait avec sa famille allemande se relâchent. La crise éclate en 978 lorsque Lothaire décide de mettre la main sur la Lorraine. S'ensuivent 2 années de guerre avec le nouveau roi empereur Othon II, sans résultat, mais qui permet aux Robertiens d'affirmer leur puissance. En 983, une nouvelle tentative d'invasion de la Lorraine tourne court, visant à redonner le pouvoir impérial à la maison carolingienne. La guerre menée par Lothaire ne fait qu'en précipiter la chute. L'Église, très puissante, ne peut admettre que l'on mette en péril l'Empire romain germanique. Elle se montre de plus en plus favorable à l'ambition d'Hugues Capet, nouveau duc des Francs. Cependant, Lothaire a pris une précaution, faire sacrer son fils de son vivant, Louis V, le dernier roi carolingien. Le dernier roi carolingien, Louis V le Fainéant, règne à peine 1 an. Règne de 986 à 987. Sans héritier, sans enfant, il mourra et mettra fin à la dynastie carolingienne. Sa mort, plus que suspecte, a lieu lors d'une partie de chasse sur les terres du Capet. Il serait mort d'une chute de cheval et sa succession revient à Hugues Capet qui fonde la dynastie capétienne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la dynastie carolingienne, avec leurs déboires, leur ascension, leur chute, et comment ils ont perdu leur pouvoir petit à petit face à la puissance des grands aristocrates. Si cela vous intéresse, retrouvez mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Merci d'aider la chaîne et à la prochaine fois.